Parfait. Donc, les conseillers qui sont en ligne, nous avons débuté la séance. Donc, on a une belle foule ici de Kingston, également des gens de la communauté de Trenton, et également nous avons des gens aussi de la communauté de Brockville aussi, qu'on voulait savoir. Donc, on a une belle foule dans la salle. Alors, je vais demander à la conseillère Burns de faire la prière, s'il vous plaît. Seigneur Dieu, unis-nous dans la poursuite d'un objectif commun. Merci, est-ce que je vais commencer? Seigneur Dieu, unis-nous dans la poursuite d'un objectif commun au moment d'entreprendre ton travail aujourd'hui. Accompagne-nous dans nos discussions et débats, mais encourage-nous à rester fermes dans ta voie. Encourage-nous pendant les temps difficiles à reconnaître que ton travail est significatif lorsque nous œuvrons en ton nom. Prions le Seigneur. Amen. Merci beaucoup, conseillère Burns. Maintenant, nous sommes dans la section des honneurs et mérites. Alors, chers membres du Conseil, distingués invités, membres du personnel, au cours de l'année, le CECCE souligne de façon officielle les contributions exceptionnelles des membres du personnel, d'élèves, des parents ou d'organismes partenaires qui se démarquent par leur engagement et leur contribution à l'épanouissement de nos élèves. Les récipiendaires du certificat Honneur et Mérite réalisent des projets d'envergure qui reflètent les valeurs du CECCE et qui contribuent au rayonnement de notre mission et de notre vision. Ce soir, nous avons l'honneur de reconnaître plusieurs élèves qui se sont illustrés à l'extérieur des murs du Conseil. Pour l'Académie catholique Ange-Gabriel, tout d'abord, les membres du Conseil aimeraient reconnaître l'équipe de basketball féminin 7e et 8e année de l'Académie catholique Ange-Gabriel qui a remporté la finale de la Division A du tournoi franco-ontarien de basketball qui avait lieu en mai dernier à North Bay. L'équipe composée de, je vais essayer de dire vos noms proprement, alors excusez-moi si je me trompe un peu. Alors, il y a Nina Zajac, il y a Misha Balerchef, Avery Gilbert, Brooklyn Birch, Nia Robichaud, Kathleen Guerrier, Chloé Lapointe, Esline Davy et Lexi Jolicoeur. C'est pas trop pire, je ne les ai pas trop maganés les noms, parfait. A rempli de fierté l'école et leur entraîneur en battant les équipes d'Ottawa, Hamilton et Timmins pour remporter pour la première fois cet important tournoi. C'est d'ailleurs avec beaucoup d'émotion que l'équipe a accroché au mur du gymnase la première bannière de l'histoire de l'école. Les membres du Conseil aimeraient par ailleurs souligner le travail de l'entraîneur de l'équipe, M. Luc Guénette, qui a été un modèle d'intensité, de dévouement et de grande persévérance. J'inviterai maintenant M. Patrick Lamont, qui est le directeur de l'Académie catholique Ange-Gabriel, à prononcer un petit mot. Donc, M. Lamont, vous pouvez vous présenter au micro. On va vous mettre un microphone ici. Diane, tu peux le mettre où? Qu'on puisse bien vous entendre. Je ne penserais pas qu'il y a autant de personnes ici. C'est un moment qu'on a chéri à l'école et ça me fait plaisir de reconnaître le travail de ces filles-là. À notre école, on a 40 élèves à peu près en 7-8e, donc à peu près 20 filles. Et on compétitionné 9 filles de notre équipe. Donc, on compétitionné contre des écoles comme Timmins qui ont 250, 300 élèves. Alors, on est très fiers d'elles. Ils ont fait preuve de, on dit toujours en anglais, de grit, persévérance. Ils ont pratiqué plusieurs heures. Ils ont travaillé beaucoup en équipe. Mais c'est pas la source de fierté la plus grande que j'ai, c'est qu'ils ont une attitude tellement de fair play, une attitude sportive qui est tellement positive. À l'école, c'est tous des modèles, ces filles-là, pour toute notre école. Alors, bravo à ces filles-là. Je veux remercier aussi, elles ne seraient pas là ici si les parents n'étaient pas derrière elles. Alors, il y en a plusieurs parents, ces filles-là qui sont ici ce soir. Je veux les remercier beaucoup d'avoir fait ce choix-là. Puis, encore une fois, ça fait 10 ans qu'on attend pour avoir une bannière dans notre école. Moi, je me souviens quand M. Leguenet est arrivé à l'école, puis toutes ces années-là, à perdre tellement de parties au basketball, puis être toujours là le soir pour nos jeunes.
Monsieur Desguenec, vous êtes extraordinaire de persévérance et de patience. Ça fait drôle de dire qu'il est patient, mais bravo, toutes mes félicitations. Bravo les filles, c'est extraordinaire. Alors, je vais vous demander de rester en avant, je vais demander à l'équipe de s'avancer également pour qu'on puisse prendre une photo avec le certificat. Le directeur d'éducation, les gens s'y voient. Oh, je t'ai même pas présenté tantôt. Oh, excusez-moi, votre directeur d'éducation, les gens s'y voient. Belle photo. Félicitations. 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 OK. Est-ce que tu vois tout le monde? OK. Tout le monde. Regardez ça, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, maintenant, pour l'école secondaire catholique Marie-Rivier, j'aimerais à présent, au nom du conseil, reconnaître Jacob Lam, élève de 7e année à l'école secondaire Marie-Rivier, qui s'est démarqué en mathématiques. Jacob a remporté le concours de mathématiques du club optimiste de Kingston en avril dernier. Par la suite, il s'est rendu au concours à Cornwall où il s'est mérité la première place. Puis, en mai dernier, il a encore une fois remporté la première place, mais cette fois-ci au niveau du district à Ottawa, où 43 clubs optimistes participaient. Jacob s'est également démarqué au concours national de mathématiques GOSS, organisé en mai par l'Université de Waterloo, en rapportant la première place parmi tous les 7e années de Marie-Rivier. J'inviterai Mme Judith Saint-Saëns, qui est la directrice de l'École secondaire catholique Marie-Rivier, à prononcer un petit mot. Mme Saint-Saëns, elle s'en vient. Alors, cher Jacob, où est-il? Ah! Alors, notre mathlète, alors vraiment exceptionnelle, élève de 7e année qui se dévoue corps et âme pour ses études. Il fait partie du programme DRACO, qui est notre programme d'enrichissement ici à l'école. Et puis, il est tellement humble. Alors, je ne vous garde pas longtemps, je veux simplement dire à Jacob à quel point on est fiers. On en a parlé aux annonces, on l'a réitéré, mais certains de tes exploits te propulsent sur un parcours de la réussite. Alors, bravo, Jacob. Jacob, si tu veux t'avancer également, et la conseillère Burns aussi pour la photo. Ça, c'est ta joie. Madame Burns. Bon. Il est tellement humble qu'il ne voulait même pas partir avec le cadre. Il pensait de le garder ici. C'est à toi, ça. Tu as travaillé fort pour ça. Donc, félicitations encore. Maintenant, c'est l'école secondaire catholique encore Marie-Rivier. On a des belles choses qui se passent ici. Maintenant, j'aimerais reconnaître des élèves et des membres du personnel de Marie-Rivier qui ont participé en mai au grand défi Pierre Lavoie. Suite au passage de Pierre Lavoie lui-même à l'école en septembre 2016,
l'école a décidé de participer au défi en s'inscrivant à l'événement de course à pied. L'enseignante Agathe Legault-Tivierge et l'animatrice culturelle Louise Allard ont pris en charge le projet et ont formé un groupe de 31 élèves qui se sont entraînés à courir durant toute l'année. Le grand défi a eu lieu les 13 et 14 mai dernier, où pendant 30 heures, des groupes de 4 élèves se sont relayés pour courir 2 km à la fois. Pensez-y, là, 30 heures, 4 élèves pour courir 2 km à la fois. C'est du travail. Au final, les élèves, en plus de relever le défi en parcourant 270 km, ont créé un mouvement de mise en forme et de changement d'habitude de vie au sein de l'école. C'est d'ailleurs un beau projet rassembleur qui a permis de développer chez les jeunes un fort sentiment d'appartenance à leur milieu. J'invite encore Mme Saint-Saëns, qui est la directrice de Marie-Lévis, de prononcer un petit mot, s'il vous plaît. Je ne pouvais m'empêcher de souligner les exploits de tous les élèves ainsi que tous les membres du personnel qui ont accompagné ces élèves durant ces 2 journées, 30 heures en effet. C'est un exploit que je n'aurais pas pu réussir. Alors, du fond du cœur, je vous félicite. Je tiens aussi à mentionner que Pierre Lavoie a reçu un doctorat honorifique il y a quelques semaines au Collège militaire du Canada. Alors, c'est exceptionnel que ces efforts sont reconnus même au niveau national. Alors là, j'inviterai tous les élèves ainsi que tous les membres du personnel. Je le sais qu'il y en a qui on les a pas tous nommés, mais je veux vous dire que ces élèves, ce n'étaient pas nécessairement des athlètes au début. Alors oui, il y avait plusieurs athlètes, mais il y avait des élèves aussi qui ont développé de nouvelles habitudes de vie qui vont leur durer toute la vie. Alors, à tous ceux qui ont participé. Oui, s'il vous plaît, approchez-vous, puis on va vous remettre le certificat et une belle photo. Tous les élèves et les membres du personnel. Oui, il y en a qui prennent. Ouais, je vais demander à la photographe, elle est où? Ah, je demandé voir. Ah, elle va aller sur un thème. Ah, bon, elle est là. Alors, est-ce que tu vois où tu veux qu'on s'approche? Bon sourire tout le monde. Parfait. Félicitations. Il y a des choses qui se passent ici, là, M. Sylvain? Oui, j'aime bien ça. Donc, un autre certificat à remettre. Alors, afin de clore la cérémonie des honneurs et mérites, la table politique aimerait reconnaître Geneviève de Wyss, si je le dis bien, élève de 6e année à l'école élémentaire catholique Monseigneur Rémi Gaulin, qui est une grande sportive. Cela fait 3 ans qu'elle se classe 2e dans sa catégorie d'âge en patinage de vitesse au niveau provincial. Cette année, elle a aussi remporté la première place chez les filles à la compétition de patinage de vitesse Skate the Lake à Portland, en Ontario. Et récemment, Geneviève s'est qualifiée pour les compétitions provinciales de patinage de vitesse niveau A, ce qui lui permettra de tenter sa chance pour faire partie de l'équipe nationale. D'autre part, Geneviève s'implique beaucoup dans la communauté scolaire. Dans le cadre du thème « Cultiver son créateur » de cette année, elle a collaboré à élaborer et mettre en œuvre une levée de fonds sous forme de concours de dessin pour les élèves du cycle moyen afin d'amasser des fonds pour la lutte contre le cancer. De plus, Geneviève trouve aussi le temps de faire du bénévolat. Elle enseigne le patinage de vitesse à des enfants de 4 à 6 ans chaque semaine. J'inviterai Mme Mélissa Villela, directrice de l'école élémentaire catholique Monseigneur Rémi Gaulin, à prononcer un petit mot. Madame.
Merci. À la différence de mes collègues, j'ai quelques notes. Mais c'est écrit très grand. Donc, mesdames et messieurs, au nom de l'équipe franchement exemplaire de l'École élémentaire catholique Monseigneur Rémi Gaulin, j'ai le plaisir de souligner avec vous les réussites d'une élève, entre autres, qui est une citoyenne engagée du CECCE. Comme on vous a présenté, Geneviève est une élève de la classe de Mme Martine Bouchard, qui est là à l'arrière. Selon son enseignante, c'est une élève qui se soucie de son apprentissage académique et travaille d'arrache-pied pour s'améliorer et atteindre les buts élevés qu'elle se fixe. Elle a fait partie de plusieurs équipes sportives, de l'équipe de robotique, de nombreux projets, levées de fonds et spectacles de talent. Cette année, elle a aussi participé à des compétitions de haut niveau, comme on vient de vous expliquer, mais elle a aussi surpassé ses objectifs personnels en course de fond et en athlétisme. Elle est une personne très compétitive et engagée, mais aussi très attentive et coopérative. Et elle a aussi collaboré avec toutes et tous cette année en créant une murale écolo des 6e années. En bref, elle peut être très fière d'avoir inspiré les jeunes à se démarquer sur le plan artistique lors des concours de talent et travaillera certainement sur de nouveaux projets et défis aussi importants l'année prochaine à Marie-Rivier. Bonne chance, Geneviève, que le Seigneur veille sur toi et sur tes rêves maintenant et toujours. Parfait, merci. Restez à l'avant. Je vais demander à Geneviève également de se lancer et je vais demander à la conseillère Burns et à la surintendante Paquette de venir pour la photo, s'il vous plaît. Donc, c'est toujours la partie qu'on aime beaucoup faire. Maintenant, nous sommes au point 5 qui est l'adoption de l'ordre du jour. À l'habitude, j'invite les gens de rester. Je peux comprendre s'il y en a des gens qui ont d'autres choses à faire, mais également, si vous restez, vous allez voir les belles prévisions budgétaires, donc des nouveautés, des choses qui s'en viennent, mais également une mise à jour pour le dossier Kingston. Donc, on continue avec l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des points à ajouter à l'ordre du jour? Donc, soit adopté tel que présenté. L'ordre du jour de la séance ordinaire du CECCE du 6 juin 2017, proposé par conseiller mariage, appuyé de la conseillère Tremblay. En faveur? Faveur. Parfait, c'est adopté. Est-ce que je peux savoir en ligne, j'ai entendu, est-ce que le conseiller Thibodeau est encore là? Conseiller Poirier? Oui, bonsoir à tous. Bonsoir. Conseillère Quilon? Est-ce qu'il y a d'autres conseillers en ligne? Robert Leblanc? Bonjour. Ah, conseiller Leblanc. OK, parfait. Bonjour. Nous allons continuer. Donc, au niveau de l'adoption de procès-verbal, donc la séance ordinaire du 23 mai 2017, est-ce qu'il y a des questions? Sinon, que soit adopté tel que présenté le procès-verbal de la séance ordinaire du CECCE du 23 mai 2017. Proposé par conseiller mariage, appuyé de la conseillère Burns. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Conseiller mariage, vous avez quelque chose à suggérer? Oui, merci Mme la Présidente. Je me demandais si, pour le bénéfice des auditoires, des personnes qui sont ici pour nous voir, si on pouvait changer les provisions budgétaires et la mise à jour du dossier Kingston. Oui, il n'y a pas de problème. Vous êtes bien autour de la table pour pouvoir faire ça? Oui, bonne suggestion. Merci beaucoup. Alors, M. Sirois, je vais vous demander pour une mise à jour. Merci, Mme la Présidente. Merci, Mme la Présidente. Je vais passer immédiatement la parole à M. Yvon Belrose. Merci, M. Sirois. Oui, on parle de mise à jour ici. Dans l'évolution du dossier, naturellement, depuis quelques années, on travaille à trouver une solution pour améliorer les installations ici à Kingston. Et je me souviens d'être venu vous rencontrer à quelques occasions.
Et puis, dans la dernière version, on avait déposé, puisque le ministère avait développé des enveloppes budgétaires spécifiques, on avait déposé finalement une demande à l'origine avec un financement pour économie d'énergie. Et finalement, l'école ne s'est pas classée, on avait été refusé. Mais par contre, il nous avait suggéré de redéposer le projet dans une enveloppe générale au niveau des infrastructures et des priorités du Conseil. Et le projet fait partie des priorités du Conseil. Suite à des pourparlers avec le ministère, et on sait aussi que le Conseil public est aussi en demande pour une école secondaire à Kingston. Et on a eu des pourparlers avec le ministère de l'Éducation et il nous a invités à avoir des discussions avec le Conseil public pour être en mesure de voir, à déposer ou à regarder un projet commun qui inclurait aussi le Centre culturel Frontenac, c'est-à-dire un amphithéâtre d'environ 250 places comme ici. Et on est au tout début des pourparlers. On ne peut pas conclure que le ministère l'a approuvé, mais au moins la démarche est débutée. Et même le 31 mai, qui est la semaine dernière, si ma mémoire est bonne, oui, la semaine dernière, on a déjà eu une première rencontre avec le Conseil public pour débuter finalement l'élaboration du plan d'affaires que nous souhaitons déposer au plus tard à la mi-juillet pour être en mesure d'avoir ce qu'on appelle une école, deux écoles scolaires communautaires avec au centre toutes les installations qui serviront aux communautés, c'est-à-dire un amphithéâtre, un gymnase, là on parle de gymnase type qu'on veut y inclure. On parle aussi d'une cafétéria au centre qui servirait aux deux écoles. On parle aussi d'ateliers, menuiserie, mécanique, etc. Donc c'est le projet que nous sommes à construire. Et éventuellement, lorsque le plan sera déposé, on pourra à ce moment-là vous informer finalement du dépôt du rapport. Et on souhaite une réponse du ministère avant la fin décembre. Et on ose, puis on accélère le processus en termes de réflexion, puis au niveau même de l'élaboration des plans. On est aussi à la recherche de terrain en même temps. Il n'y a rien de déterminé, on regarde. Et on souhaite, en accélérant nos réflexions, en accélérant avec le ministère de l'Éducation, une ouverture d'une école publique et catholique avec un centre communautaire, ou du moins un service communautaire au centre pour août 2019. C'est évident que pour arriver à ces délais-là, il faut que le ministère nous finance assez rapidement, nous donne l'aval au projet. Bien, on est confiant avec les discussions qu'on a déjà eues, qu'on pourrait arriver dans les échéances importantes ce soir. Nous sommes prêts à recevoir les questions des conseillers scolaires au besoin. Parfait. Donc, voilà la mise à jour pour Kingston. Donc, comme vous voyez, c'est un dossier qui est important pour nous. Puis, on va continuer les discussions avec les différents partenaires qui vont travailler avec nous et avec le ministère également. Donc, merci beaucoup, M. Belrose. Je peux vous assurer que l'équipe travaille d'arrache-pied de pouvoir arriver avec un beau projet pour Kingston. Donc, merci beaucoup. Si vous me permettez, j'aimerais souligner la présence du président du Centre culturel Frontenac. Et puis, le Centre culturel Frontenac fait partie de nos discussions pour la partie communautaire. Donc, Martin, fait plaisir de te voir ici ce soir. Puis également, juste en avant de lui, je vois Marie-Noël. Marie-Noël qui est là, qui était directrice de l'école également auparavant. Donc, bienvenue, bien contente de te voir ici parmi nous. Alors, voilà. Donc, nous allons continuer. Alors, la proposition que soit reçue de la part CECCE 16 et 17, plan point 12 portant sur la mise à jour du projet de relocalisation de l'école secondaire catholique Marie-Olivier à Kingston, en partenariat avec le Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario, tel qu'il est présenté à la séance ordinaire du CECCE du 6 juin 2017. Proposé par la conseillère Burns, appuyée de la conseillère Briand. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Parfait, c'est adopté. Merci beaucoup. Nous allons continuer. Alors, nous sommes au-dessous
des études de politique, le 8.1. Donc, la politique 3.1, la planification financière et budgétisation. Donc, les prévisions budgétaires 2017-2018. M. Sélois. Merci, Madame la Présidente. Je vais passer immédiatement la parole à M. Belrose. Merci, M. Serrois. Il me fait plaisir de m'être déplacé avec toute l'équipe pour venir vous présenter finalement le budget. C'est la première fois, je pense, de l'histoire du Conseil qu'un budget est présenté à l'extérieur de la ville d'Ottawa. C'est très plaisant, surtout avec une audience comme la vôtre. Au niveau des un budget, pour ce qui est du Conseil, est toujours planifié en fonction des objectifs que la table politique, c'est-à-dire vos représentants, vos conseillers scolaires nous fixent. Et les 5 objectifs que les conseillers nous ont fixés sont l'amélioration des résultats des élèves. Ça, c'est le critère numéro 1. La transformation de l'expérience d'apprentissage en lien avec le 21e siècle. Recruter et retenir plus d'élèves, justement, pour faire grandir le conseil et améliorer l'ensemble des services. Optimiser les processus, justement, parce qu'on est rendu quand même un conseil assez important, avec 23 000 élèves, donc on se doit d'être plus efficient. Il y a un projet à ce niveau-là. Et assurer aussi une saine gestion, parce qu'on sait que l'utilisation des données publiques est un élément important. Maintenant, nous sommes au niveau de la soirée, ce que ça permet de faire, ça permet aussi de permettre aux conseillers scolaires de voir si l'orientation budgétaire et les fonds alloués vont finalement permettre d'atteindre les objectifs prioritaires qui nous ont été fixés en février dernier. Nous avons un cycle annuel de planification. Malheureusement, j'aurais aimé vous le projeter, mais on ne l'a pas. Par contre, je peux vous dire qu'on est rendu, on vous présente un budget équilibré, parce que le ministère de l'Éducation exige que ce soit un budget équilibré, c'est-à-dire pas de déficit. Et le budget est à 352 millions. C'est pas rien. On est en croissance et puis c'est 17 millions de plus que l'an passé. On parle d'une augmentation de 5 par rapport à l'année passée. Et les prévisions budgétaires, le ministère exige aussi que le financement des dépenses administratives soit équivalent au niveau du budget, chose qui est respectée aussi. C'est une autre notion de conformité pour le ministère. Et le budget aussi inclut différents éléments. Donc, il y a une augmentation d'effectifs. On parle de 360 élèves, 464 élèves de plus qui étaient budgétés. Et aussi toutes les ressources nécessaires pour être en mesure de bien desservir nos communautés. Et aussi, je l'ai dit tantôt, c'est un budget équilibré, puisque le militaire, c'est le critère numéro 1 pour un dépôt budgétaire. Maintenant, au niveau des faits salients, ce que ça inclut, le fait qu'on a eu une croissance de 464 élèves, donc une augmentation importante des enveloppes budgétaires, on va créer 78 postes additionnels dans le système, dont 50 enseignants et 28 employés supplémentaires, et ça pour la croissance et aussi les priorités locales que le ministère a financées de façon spécifique. L'objectif prioritaire numéro 1, qui est finalement le résultat, l'amélioration des résultats des élèves, nous investirons 9,5 millions dans la stratégie de construction identitaire, donc 85 enseignants spécifiques pour cet objectif-là, en maternelle 12e année, et aussi auprès des élèves apprenant le français et aussi des nouveaux élèves. On a 17 éducateurs ALF qui vont être ajoutés dans les régions. Et nos animateurs culturels et pastoraux, on en a dans toutes nos écoles secondaires. Maintenant, il y a des sommes aussi qui vont être investies pour des activités, des fêtes et des rassemblements catholiques et francophones. Après ça, on a 2,1 millions dans la stratégie d'appui aux écoles qui sont un peu moins performantes, dont 13 enseignants en soutien ponctuel à ces écoles et 13 éducateurs pour le besoin spécifique des élèves. Toujours dans le même objectif de réussite des élèves, on a 2,5 millions d'appui à l'accompagnement au niveau littératie et numératie, dont 12 enseignants en affectation spéciale spécifique à cet objectif. On a 2,8 millions dans la stratégie bienveillance, santé et mieux-être, dont 20 travailleurs sociaux qui seront dédiés à cet élément.
3 éducateurs d'appui pour notre programme La Relance et Proaction. L'objectif prioritaire numéro 2, donc je suis toujours dans les faits saillants, on parle de transformer l'expérience d'apprentissage en lien avec le virage au 21e siècle. On parle de 1,5 million pour le maintien des leads du profil de sortie de l'élève, donc pour être en mesure d'arrimer toutes les orientations pédagogiques. 200 000 pour offrir un accompagnement et une formation justement à ces leaders qui sont dans les écoles. Il y en a dans toutes les écoles. Dans les écoles secondaires, même souvent, il y en a plus qu'un. 215 000 pour diverses initiatives, toujours en lien avec la transformation de l'apprentissage. L'objectif numéro 2, on poursuit 375 000 pour le maintien de 6 postes pour appuyer l'utilisation de la nouvelle technologie dans les salles de classe. Dans un jargon interne, on appelle ça des techno-coachs, qui aident les enseignants, qui aident les élèves dans les écoles à utiliser la technologie. 150 000 pour mettre en place des projets d'innovation. 50 000 au programme de l'enseignement personnalisé. 28 000 pour une journée pédagogique centralisée et 20 000 pour une participation au sommet de l'innovation. Objectif numéro 3, retenir et recruter plus d'élèves. Naturellement, c'est ce qui fait que le Conseil est en mesure de maintenir ses subventions et d'améliorer son service aux communautés. On parle de 370 000 au niveau de la stratégie de recrutement et rétention, 70 000 pour finalement les nouveaux arrivants, 70 000 en stratégie de petite enfance et de la maternelle et 460 000 pour moderniser le service de la petite enfance. Objectif numéro 4, optimiser les processus. On a 121 000 pour continuer à l'amélioration des processus à valeur ajoutée. Objectif numéro 5, assurer la saine gestion incluant la gestion des risques. On a une réserve de 380 000 pour booster cet objectif. 250 000 pour le développement de la relève pour remplacer les personnes clés qui quitteront dans la ou les prochaines années. 142 000 pour poursuivre la mise en œuvre d'un site intranet pour rendre l'organisation davantage efficiente. Maintenant, pour aligner l'ensemble des objectifs, on parle d'un investissement spécifique aux 5 objectifs de 21 millions, dont 17 millions directement pour la réussite des élèves. L'autre 5 millions est pour les 4 autres objectifs qui sont beaucoup plus en lien avec le plan stratégique. Maintenant, au niveau des revenus, je vais passer la parole à Mme Lavigne qui va en faire un résumé. Bonsoir. Donc, il me fait plaisir ce soir de présenter un aperçu justement des mises à jour rapportées aux subventions des besoins des élèves, notamment les principaux changements au niveau des revenus. Pour commencer, le financement provincial affecté en 2017-2018 est de l'ordre de 3,8 milliards au niveau de la province, donc une augmentation de 900 millions par rapport à 2016-2017, 900 millions. De plus, comme mentionné tantôt par M. Belrose, par rapport à 2016-2017, le financement du Conseil augmente de 17,2 millions, d'où un 5,2 principalement dû à la croissance des effectifs. Au niveau des revenus, au niveau des nouveautés, au niveau des SBE, ça reflète différents investissements concernant la prolongation des nouvelles conventions collectives qui ont été prolongées pour 2 années. Donc, les nouveautés par rapport à cette prolongation-là, on parle d'une part d'une augmentation de 1,5 au niveau des repères salariaux. On parle également d'un investissement de la part de la province de montant ponctuel pour le développement professionnel pour l'ensemble des employés. Ensuite aussi, il y a un investissement au niveau de la création et la mise en œuvre des fiducies pour certains groupes d'employés. Donc, on va voir un peu plus loin là, le détail de ces chiffres-là. Ensuite, on continue toujours au niveau de la poursuite de la mise en œuvre des conventions collectives. Donc, ici, ce n'est pas des nouveautés, c'est des poursuites. On avait déjà ça l'année dernière. Donc, on parle ici des régimes des congés acquis pour certains groupes syndicaux. Ici, lorsqu'on parle, c'est lorsqu'un enseignant prend une journée de moins
d'absence. Donc, ce qui fait que la moitié de cette économie-là revient au conseil et l'autre moitié retourne dans les mains du gouvernement. Donc, c'est à peu près un retour, si vous voulez, de 168 000 qu'on retourne au gouvernement. Et pour terminer, au niveau de la procédure des conventions collectives, ici, on parle au niveau de l'élimination progressive des gratifications à la retraite. Donc, c'est la 6e année sur 12. Ensuite, au niveau des revenus, encore une fois, au niveau des impacts de changement de formule de financement, ça fait quand même à quelques reprises, quelques années, qu'on vous présente cette diapositive-là concernant les changements au niveau des formules. On a été depuis 4 ans, il y a eu des coupures, il y a eu des pressions budgétaires concernant les subventions, au niveau du financement pour certains volets. Donc, ici, vous avez un résumé des différents volets. Donc, pour l'année 2017-2018, ces changements de formule-là ont un impact d'une réduction de subventions d'approximativement de 1,4 million pour l'année 2017-2018. Lorsqu'on regarde le tableau sur les 4 années, l'année 2017-2018, c'est la dernière année au niveau de ces changements de formule-là au niveau du financement. Donc, lorsqu'on parle sur les 4 ans, donc c'est une réduction des subventions totales approximativement de 4 millions de dollars sur les 4 ans. Je vais aller plus en détail dans les prochaines diapositives pour vous expliquer quels sont ces différents volets. Donc, lorsqu'on parle du 4 millions dont je viens de vous parler au niveau pour les changements de formule, pour la réduction des subventions, le premier volet, de façon très, très sommaire, on parle ici du financement complémentaire au niveau de la réfection des écoles et le fonctionnement des écoles. Donc, on a subi une perte de 2,2 millions de dollars sur 3 ans. Donc, encore une fois, l'année 2017-2018, c'est la dernière année. Ensuite de ça, au niveau de la subvention pour les raisons d'ordre géographique, ici, encore une fois, on a eu une perte de subvention de 1,4 millions sur 3 ans. Et ensuite, au niveau de la subvention de base pour les écoles, on a eu un petit gain, ici, comme vous pouvez le constater, de 0,3 millions de dollars sur 3 ans. Et finalement, le dernier élément concernant sur le plan triennal, c'est que c'est un redressement pour la baisse des effectifs, mais ce n'est pas applicable pour notre conseil puisque nous sommes en croissance, puisque donc, cet élément-là ne nous a pas affecté. Et pour terminer, le deuxième volet au niveau des changements de formule de financement, ça c'est un plan quadriennal, donc c'est encore une fois l'année 2017-2018, c'est la dernière année de ce plan-là au niveau des changements de formule. On a 2 volets, l'enfance en difficulté. Comme on va le voir tantôt, c'est une perte de 1,9 million sur 4 ans qu'on a dû subir. Et finalement, au niveau de l'enveloppe administrative de l'administration des conseils scolaires, ici, encore une fois, on a eu un petit gain de 0,3 millions de dollars sur 4 ans. Donc, comme mentionné tantôt, au niveau de l'enfance en difficulté, c'était quand même un secteur qui a été quand même assez gravement touché par rapport à cette baisse de financement-là au niveau de la province. Ici, il y a eu une nouvelle formule, il y a des nouveaux éléments au niveau du calcul du financement. Sur cette diapositive ici, on va juste vous démontrer que pour l'année 2017-2018, la réduction de subventions qu'on va subir pour 2017-2018 est de l'ordre de 690 000 $ pour l'année 2017-2018. Donc, pour un total, comme mentionné tantôt, de 1,9 million seulement pour l'enfance en difficulté. Ensuite, pour terminer sur l'enfance en difficulté, dans cette diapositive ici, je vais juste mettre l'emphase sur l'année 2017-2018 pour le budget proposé, comme vous pouvez le constater à la colonne B. On parle ici qu'on anticipe un déficit approximatif de 386 000 $ pour l'année 2017-2018, malgré le fait qu'on a quand même des dépenses en tout pour 36 millions. Au niveau des revenus, on a 35 800 000 de revenus. Dans ce 35 800 000 de revenus, comme M. Belrose l'a mentionné tantôt, l'investissement supplémentaire au niveau des fonds de priorité locale que M. Belrose a parlé, ici nous aide justement pour réduire le déficit anticipé pour 2017-2018. Ensuite de ça, au niveau de l'évolution des coûts, au niveau de l'entretien et du transport, au niveau du fonctionnement des écoles et des services publics, on s'attend à avoir un financement supplémentaire de à peu près 763 000 $. Ici, on parle du repère non lié au salaire de 2 %. Puis aussi, le ministère nous finance pour justement les coûts d'énergie. Au niveau de l'électricité, comme vous savez, ça augmente
jour. Donc, on a un 2 supplémentaire pour vous aider justement à la hausse des coûts d'électricité pour nos écoles et nos bâtiments administratifs. Finalement, au niveau du transport, on a un financement supplémentaire de 718 000 pour la croissance effective. Ici, il y a un petit calcul au niveau de qu'on peut recevoir un financement supplémentaire pour le transport si on a un déficit, cette année, par exemple, en 16-17. Donc, ce qui est le cas, on anticipe d'avoir un déficit en 16-17. Et si ça se concrétise, ceci va nous permettre d'avoir un financement additionnel d'environ 278 000 pour l'année 2017-2018. Au niveau des immobilisations, ici, cette diapositive-ci, on voulait juste vous démontrer que depuis les 3 dernières années, il y a beaucoup d'investissements qui ont été quand même assez importants au niveau de la province pour la réfection des écoles. Donc ici, on a pour les 3 dernières années, 15-16, 17-18, un montant de 29,7 millions de dollars que nous avons reçu pour la réfection de nos écoles depuis 3 ans. Donc, pour l'année 2017-2018, ça représente un montant de 8,8 millions de dollars. Donc, et la province, de ce 8,8 millions de dollars-là, lui a investi au niveau de la province 1,4 milliard au total. Donc, c'est quand même beaucoup d'argent, justement, pour rénover nos écoles, pour avoir un lieu sûr de 5 000 élèves. Pour finaliser, au niveau des immobilisations, c'est une nouveauté cette année aussi, c'est pour le ministère pour l'éco-énergie. Il nous finance l'ensemble des conseils pour un fonds de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, pour notre conseil, c'est un montant de 1,2 million de dollars qu'on va recevoir. Puis, il y a une petite restriction, c'est qu'on doit dépenser cet argent-là de avril 2017 à mars 2018. Donc, c'est vraiment pour une nouvelle initiative du ministère en 2017-2018, c'est une nouveauté. Ensuite, comme vous le savez aussi habituellement, on a d'autres revenus pour d'autres initiatives qui ne sortent pas du financement des SBE, directement du ministère de l'Éducation, c'est pour d'autres initiatives que la province nous finance. Alors ici, on parle d'un montant de 140,4 millions de dollars pour différentes initiatives, comme par exemple la stratégie renouvelée des mathématiques, pour le programme des lieux de la petite enfance, l'utilisation communautaire, plusieurs subventions autres que le ministère nous finance. Pour notre conseil, sur ce 140,4 millions-là, ça représente environ 1,5 million pour notre conseil, pour ces initiatives-ci. Donc, c'est ça. Donc, maintenant, j'ai terminé au niveau des revenus. Au niveau des dépenses, je vais quand même être assez brève. Comme vous pouvez le voir ici dans le graphique, on a des dépenses prévues de 348,5 millions de dollars. Et comme vous pouvez le regarder dans ce graphique-ci pour les gens qui ont la présentation, ça représente au niveau de la dépense, en salle de classe, au niveau de l'enseignement, plus de 74% de les dépenses. Donc, c'est quand même assez important. Finalement, au niveau des dépenses, pour les dépenses prévues en 2017-2018, au niveau de l'enseignement, comme mentionné tantôt, de 74,3% dont je viens de vous parler au niveau de la somme globale des dépenses, ça équivaut à 14,5 millions de dollars au niveau des dépenses, au niveau du conseil. Au niveau de l'installation, ça comprend un peu le volet amortissement, c'est 1,5 million. Ensuite, au niveau du transport, comme on a eu des revenus de 900 000, et on a aussi une baisse de revenus, des dépenses supplémentaires de 900 000 pour avoir un net de 0. Donc, c'est pour les gens qui ont la présentation, ça n'a aucun impact, il n'y a pas de montant supplémentaire. Au niveau de l'administration, on a quand même une augmentation de 0,4 millions de dollars au niveau des dépenses, et également 0,4 millions de dollars pour les autres charges. Donc, il y a plusieurs autres charges qui fait un ensemble de 0,4 millions, pour un total de 16,8 millions de dollars. Ensuite, au niveau de l'allocation des conseillers et conseillères scolaires, c'est sûr et certain que le niveau de l'allocation est de 173 000 pour l'année 2017-2018. Au niveau du budget, on a un budget de 176 175. Un peu comme l'année passée, on a les honoraires des conseillers conseillères et élèves conseillers pour un montant de 120 000 approximatif.
et autres dépenses de 55 000 $. Également, lorsqu'on parle de l'allocation des conseillers scolaires, on a aussi les différentes cotisations annuelles qui font partie du budget que qu'on reçoit du ministère. Et également, on a aussi la cotisation pour le PEC, pour le montant de 35 617 $. Beaucoup de nouveautés au niveau de l'allocation des dépenses au niveau des conseillers scolaires. Donc, je poursuis au niveau des fonds de réserve. Au niveau des fonds de réserve, on a, à chaque année, annuellement, on verse à la réserve un montant de 1 million de $ pour le remplacement de dispositifs numériques pour les ordinateurs, les portables et ainsi de suite. Donc, en 2017-2018, on prévoit encore une fois être en mesure de verser 1 million de $ au niveau de la réserve pour avoir un solde prévu de 4,5 millions au niveau en date du 31 août 2018, justement par les remplacements des ordinateurs dans les écoles. Au niveau des maintiens des actifs du siège social, encore une fois, annuellement, on verse un montant de 100 000 $ pour le maintien des actifs au siège social. Donc, encore une fois, on va le verser et on va avoir un solde approximatif au 31 août 2018, un solde de 181 000 $. Au niveau de la fonds de réserve pour la mise en œuvre du plan stratégique, comme vous pouvez le constater dans ce tableau, c'est sûr qu'à chaque année, on vous présente. Donc, on a un total des revenus de 5,1 millions de $ qui étaient approuvés par tous les conseillers. Et on prévoit avoir des dépenses réelles et prévues jusqu'en 2018-2019, puisque c'est un plan sur 4 ans. On prévoit avoir des dépenses de 5,2 millions. Donc, il va y avoir un petit manque à gagner d'à peu près de 188 500. Donc, maintenant, je passe la parole à M. Belrose. Merci, Charlène. Maintenant, on passe finalement au plan d'amélioration du Conseil. On a fait des consultations à nos différents groupes, que ce soit les syndicats, on le fait en ligne, on le fait dans nos directions d'école, et puis pour être en mesure de justement aller chercher leur aval par rapport aux stratégies que le Conseil veut mettre en œuvre, et on a été chercher leur opinion sur les stratégies proposées. Les suggestions qui nous ont été faites, c'est améliorer et accroître la formation pour les différents intervenants, que ce soit les directions, les enseignants, les éducateurs, pour être en mesure justement de rendre l'organisation encore plus performante pour la réussite des élèves. Puis on vous a suggéré aussi de se pencher sur l'appui aux élèves nouvellement arrivés au Canada, puisque ce sont des groupes finalement qui ont besoin de plus d'aide. On nous a demandé d'avoir des budgets spécifiques pour être en mesure de bien les intégrer, de bien leur faire finalement apprendre la langue qui est le critère numéro 1 pour la réussite dès le départ. Pour ce qui est des résultats au niveau des indicateurs visés, il y a différents éléments. Je vais vous faire foi de tous ces détails-là. Vous pourrez toujours consulter. Finalement, la présentation sera sur notre site web dès demain. Je n'irai pas en détail sur ces éléments-là. Surtout que vous n'avez pas la présentation devant vous, ça fait que je vais accélérer un peu. Maintenant, pour ce qui est de la construction identitaire, la stratégie est la suivante, c'est développer des outils en lien avec l'habilité d'apprentissage. Développer aussi un leadership des directions pour justement accroître finalement cette volonté de s'identifier comme catholique et francophone et de le vivre dans les écoles. C'est ce qui est important. Sensibiliser aussi le personnel scolaire face à son rôle. Je pense que l'adulte dans l'école est le premier exemple pour arriver à développer cette identité chez les élèves. Accompagner le personnel scolaire pour accroître les connaissances de base de la foi catholique. On nous a mentionné qu'il y aurait besoin de mots pour le dire, le mot pour soutenir les réseaux afin d'augmenter la visibilité du français et de faire vivre la catholicité dans les écoles. Et toujours dans la construction identitaire. Maintenant, pour ce qui est de l'appui aux écoles qui ont un petit peu plus de difficultés, on veut déployer des stratégies de ressources humaines et budgétaires visant à accroître la capacité. On a parlé beaucoup de formation dans l'introduction. C'est dans ce sens-là. Plus notre personnel sera formé, plus il sera performant,
plus les élèves vont être mieux encadrés, mieux développés. Au niveau de la littératie numérologie, les stratégies, les accompagnements ciblés et du coaching du personnel, encore une fois, on mise sur la qualité de nos enseignants, de notre personnel qui est près des élèves. Sessions d'apprentissage professionnel, stratégie à haut rendement permettant de réduire les écarts, principalement les élèves d'enfance en difficulté, les ALF-PANA, j'en ai parlé tantôt, et aussi les PNMI. Toujours en numératie, littératie, on parle de sessions d'apprentissage professionnel offrant des modules de formation très spécifiques, la mise sur pied d'un réseau 6e à la 9e année au niveau de l'enseignement et de l'apprentissage de la mathématique pour faire le lien entre les écoles nourricières qui amènent les élèves vers le secondaire. Ça, c'est pour avoir une transition, pour que les stratégies soient en continuité, pour que l'élève soit prêt pour l'étape secondaire. Session d'apprentissage professionnel et de groupe de co-développement, toujours en numératie, littératie. Maintenant, dans la bienveillance, santé et sécurité, on va accroître le nombre d'élèves qui se sentent en sécurité dans leurs écoles. On veut aussi que les élèves qui ont besoin de se confier à un adulte qui est finalement, que la promotion soit faite pour qu'il y ait un engagement au point de vue du personnel, que les élèves se sentent à l'aise de consulter les adultes. Membres du personnel enseignant trouvent le temps de les aider quand ils ont besoin d'aide supplémentaire, principalement à la 7e et la 12e année, puis apprennent à développer de bonnes habitudes de travail. Toujours en santé et en sécurité, les stratégies, améliorer la capacité des écoles à mettre en œuvre des éléments essentiels à la création d'un climat scolaire positif, sécuritaire et bienveillant. Outiller le personnel scolaire au niveau de la gestion des écarts de conduite, gérer les crises, etc. Améliorer la capacité des adultes à prévenir les situations d'intimidation. Comment on réagit. Mieux apprendre la santé mentale auprès de notre personnel. Comment on réagit face à tout ça. La bienveillance au cœur de nos actions. Maintenant, au niveau du plan stratégique 2014-2018, qui est directement imbriqué au développement de l'organisation, à la réussite des élèves, au virage au 21e siècle, au niveau de la transformation de l'expérience d'apprentissage, les résultats qu'on vise, c'est développer des mesures pour les compétences du 21e siècle, pour être en mesure de mesurer la pensée critique, les compétences informationnelles, mais aussi l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, c'est de développer des indicateurs professionnels qui nous permettent de mesurer l'engagement des élèves versus ces objectifs. La réussite des élèves en pensée critique, la mise en œuvre des 5 champs d'action de la transformation de l'expérience d'apprentissage et les impacts de la transformation sur l'engagement et la réussite des élèves. Toujours dans la transformation de l'expérience, les stratégies, maintenir l'équipe de leadership, accompagner les leads du profil de sortie d'élèves. Je vous ai mentionné tantôt qu'il y a dans les sommaires qu'on les maintenait, il y en a dans toutes les écoles. Poursuivre la formation en pensée critique, approfondir l'apprentissage hybride, appuyer les initiatives innovatrices, participer au réseau international PDL, maintenir un partenariat, les partenariats pour la mise en œuvre des 5 champs d'action. Objectif prioritaire numéro 3 qui est de retenir plus d'élèves, recruter, retenir, poursuivre la mise en œuvre de la stratégie de recrutement, et identifier nos parts de marché. On se situe dans chaque région, dans chaque école, pour être en mesure de cibler finalement nos efforts. Pour ce qui est du recrutement toujours, on veut qu'on augmente l'attrait pour que le conseil et les écoles deviennent le choix pour les familles, pour leurs enfants d'âge préscolaire. Donc, c'est élargir le service préscolaire aux parents. C'est de la rétention des élèves grâce à une offre bonifiée des services. Maintenant, l'objectif d'amélioration des processus,
Ce qu'on veut, c'est diminuer la lourdeur administrative pour être encore plus efficient au point de vue administratif, diminuer le degré d'effort requis pour naviguer finalement dans tous nos processus administratifs. Le sentiment que les employés, c'est facile de retrouver l'information dans notre organisation. Et pour ça, il faudra mesurer des indicateurs, poursuivre le plan d'action pour optimiser les processus à valeur ajoutée, poursuivre l'optimisation de l'automation des processus, puisqu'on a des recommandations aussi de nos vérificateurs internes et externes qu'on doit mettre en œuvre, et élaborer un plan de communication pour être en mesure que tous ces processus-là soient connus de nos employés de façon globale. Maintenant, au niveau de la saine gestion, naturellement, un taux de satisfaction des usagers en matière de communication interne, un taux de déploiement des recommandations, je l'ai parlé tantôt, le taux de conformité aux directives administratives. Les produits livrables, naturellement, c'est poursuivre la mise en œuvre de l'intranet qui a été baptisé cette année Intra-nous et on a débuté le déploiement avec les directions d'école et on va le poursuivre pour l'ensemble du personnel dans un avenir approché. Logiciel de gestion des archives électroniques, puisqu'on est vraiment à l'ère numérique, donc il faut se doter de systèmes qui puissent nous permettre de supporter ces systèmes. Logiciel de paiement en ligne pour permettre. Il existe déjà le logiciel de magasin en ligne que les parents connaissent quand même bien, qui est implanté dans l'ensemble de nos écoles. Maintenant, on va aller aussi au paiement en ligne d'autres sources et poursuivre l'élaboration d'un cadre de gestion de risque et la gestion de l'information, faire un bon inventaire de nos directives administratives pour les épurer, les rendre plus accessibles, plus faciles à comprendre. Maintenant, les échéanciers, c'est la présentation aujourd'hui au niveau du budget. Peut-être l'approbation aujourd'hui ou le Conseil pourrait aller aussi l'approuver le 20 juin à sa guise. Et la date limite pour déposer le budget approuvé par les conseillers scolaires, c'est le 30 juin. Une mise à jour du budget, c'est-à-dire le dépôt de nos états financiers vérifiés de l'année en cours le 15 novembre. Le 15 décembre, le dépôt des budgets révisés de l'année en cours. Et puis, le 15 mai, on recommence tout le processus. Peut-être qu'on reviendra vous voir. Maintenant, on est rendu finalement avec vos questions. Merci. Parfait. Merci beaucoup, M. Belrose. Merci beaucoup, Mme Lavigne, Mme Caron également, qui vient de votre département. Puis merci à toute l'équipe. Je sais que c'est beaucoup de travail au niveau de budget. Là, vous pouvez respirer un petit peu, là, parce que là, maintenant, c'est tablé. Alors, je vais ouvrir les questions. Je vais conseiller Marie-Age. Merci, Mme la Présidente. J'ai une question, un commentaire et un compliment. Donc, je vais commencer avec les compliments. Je pense, à chaque année, je suis surpris, je ne sais pas pourquoi, mais de la clarté du matériel qu'on reçoit. C'est, comme vous dites, très compliqué. Puis je pense que la façon que c'est présenté nous permet, comme conseiller, qu'on ne vit pas ça à tous les jours, de bien saisir et comprendre ce qu'on doit approuver, puis pour enfin remplir notre responsabilité fiduciaire en tant que conseiller. Donc, félicitations à M. Sirois et à l'équipe des finances pour ça et merci. Mon commentaire est en lien avec l'enfance en difficulté. On parle de la réduction en financement, puis je vais juste noter que ça m'inquiète. J'espère que le ministère, le gouvernement actuel va réaliser à un moment donné que réduire les enveloppes budgétaires, surtout dans des endroits comme l'enfance en difficulté, nous aide pas à aider ces jeunes-là qui sont le plus dans le besoin. Et donc, j'espère qu'un jour, ils vont noter ça, puis ils vont corriger le tir là-dessus. Et finalement, Mme la Présidente, ma question, comme je pose assez régulièrement, surtout en lien avec le recrutement et la rétention, on sait tous que le programme PP3 a été initialement à la base un programme pour aider les familles dans des situations où c'est le couple exogame, où l'enfant parle peut-être ou entend plus
un autre langage que le français à la maison. J'aimerais noter j'espère qu'on ne parle pas ça en termes d'objectifs, mais j'aimerais entendre l'administration parler un peu, surtout dans des régions comme Kingston et dans le mien où je représente. Quand c'est loin de la ville d'Ottawa, on voit de plus en plus de couples hexagones. Puis, si l'administration pourrait nous parler de la stratégie, si on a un plan pour élargir l'offre de services au niveau de PP3 ou autres programmes, puis comment on peut continuer à bien les servir, les parents qui viennent de milieu hexagone, parce que je pense que, veut pas, ça devient de plus en plus la nouvelle réalité dans nos écoles. Merci. Merci beaucoup. Jean-François, je t'invite à ajouter, à renchérir sur ce que je vais ajouter. C'est certain que toute la stratégie de recrutement du conseil passe par la petite enfance. Je pense qu'on le dit assez souvent que la petite enfance, c'est le beurre, le pain du conseil. La croissance du conseil va passer par la petite enfance. Et Jean-François et son équipe cette année ont fait des efforts pour ajouter 3 nouvelles garderies dans les écoles. Et Jean-François, là, corrige-moi, je sais qu'il y en a une dans l'Ouest qui a ouvert au mois de mars, qui était à l'école... C'était à Carlton Place, à Giel Kourou. Giel Kourou, oui. Et peux-tu donner les 2 autres places? Nous avons ouvert également à l'école, Georges-Étienne Cartier. Et puis, nous avons plusieurs autres. Oui, vas-y, ça l'a coupé. Et également à la nouvelle école au cœur d'Ottawa. Au cœur d'Ottawa, c'est en plein ça. Exactement. Et puis, on a aussi travaillé avec les partenaires, nos partenaires de la petite enfance pour s'assurer de remplir les places qui sont encore disponibles pour les parents dans les garderies. Donc, il y a eu un effort concerté pour s'assurer qu'on aille chercher le plus de gens possible. Et je peux vous dire que l'élargissement du programme PP3, c'est très important pour l'administration. Et puis, j'attends les nouvelles recommandations pour les ajouts dans les régions pour PP3. Et probablement, peut-être qu'au cours de la prochaine année, la beauté, c'est qu'on peut partir ce programme à n'importe quel moment de l'année. C'est ça la beauté de PP3. Donc, de continuer à travailler avec nos partenaires pour ouvrir d'autres PP3. Et puis, M. Sirois, si je peux ajouter, puisque nous sommes à Kingston, nous avons un programme PP3 à Trenton et un arbre de la petite enfance à Trenton qui connaît beaucoup de succès, qui nous démontre que nos programmes qui fonctionnent très bien à Ottawa sont très bien transférables dans nos écoles là, sur le territoire du Conseil. Donc, nous en sommes bien fiers. Parfait. Merci beaucoup. Oui, M. Bedros. J'aimerais répondre à la première question de M. conseiller mariage concernant les coupures de ED. Je vous réfère à la page 26 de la présentation. Il faut être conscient que malgré les coupures, la croissance du Conseil dans les dernières années, malgré une coupure de près de 2 millions dans les derniers 4 ans, sa croissance au Conseil a permis de quand même investir 1,4 million de plus en 2017-2018 pour justement maintenir le service à la clientèle. Même il y a une croissance de la demande et cette croissance nous permet. Et en plus, les revendications au ministère par rapport à la pression que nous avons au niveau de l'enfance en difficulté, le ministère a injecté des fonds, ce qu'on a appelé les priorités locales, a injecté des fonds spécifiquement au niveau de l'enfance en difficulté pour 1,3 million. Ce qui fait qu'on améliore le service avec ces 2 éléments-là, l'élément de la croissance et des nouveaux fonds du ministère. Merci. Merci pour ces précisions, ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres questions autour de la table ou est-ce qu'il y a d'autres questions des conseillers qui sont en ligne? Oui, Madame la Présidente. Oui, allez-y, conseiller Poirier. Merci beaucoup. Alors, ma question est sur l'optimisation des processus à valeur ajoutée. Donc, je pense que c'est l'objectif numéro 4, si je me souviens bien. Je sais qu'on a investi, je pense qu'on a dit 121 000 $ pour la prochaine année.
Et je sais qu'on a entrepris une optimisation des processus déjà cette année fiscale-ci. Alors, je me demande qu'est-ce qu'il y a concrètement en œuvre en ce moment pour essayer d'améliorer les processus. Donc, ça, c'est ma première question. Merci. Merci, tu pourras renchérir, Yvon. Un des éléments très importants sur lequel l'équipe à Noir se penche avec les autres surintendants, c'est toute la question du processus d'inscription des enfants dans nos écoles. C'est un processus qui avait besoin d'être allégé, qui était rendu très difficile, surtout même durant la période estivale, l'inscription des élèves et puis le fait que les écoles étaient fermées et puis que les parents étaient peut-être en attente d'une réponse ou d'une confirmation que leur élève était inscrit. Donc, il y a un travail majeur qui est effectué présentement afin de rendre ce processus-là très convivial pour les parents, très simple, et que les confirmations d'inscription soient faites très rapidement. Donc, on espère que cette partie-là, où 95% de nos parents sont des ayants droit, peuvent s'inscrire de façon que ce processus-là soit vraiment plaisant pour eux et facile de le faire en ligne. Donc ça, c'est un des plus importants. C'est pas le seul élément important, mais ça en est certainement un. Et je vais laisser Yvon répondre aux deux autres. Merci, M. Sirois. Un autre grand chantier que nous avons depuis déjà un certain temps, c'est celui des fonds scolaires. L'amélioration des processus au niveau des fonds scolaires. Oui, on a amené le magasin en ligne qui a permis d'éliminer beaucoup de transactions manuelles et de l'argent monétaire manipulé. Mais il y a tout un processus au niveau du lien avec les conseils d'école, les rapports, la planification, etc. Ça, c'est un des gros chantiers. Il est très avancé. On le déploie au fur et à mesure que les étapes se franchissent. L'autre chantier qui est quand même relativement important qu'on est sur le point de déployer est celui aussi de la fin d'emploi et retraite. Par le passé, c'était complètement manuel. Maintenant, on l'a décortiqué, on est à automatiser certaines étapes. C'est peut-être pas transparent au niveau du parent, mais pour ce qui est des directions d'école, de leur alléger la tâche, ça va devenir un élément important qui fait qu'ils auront plus de temps consacré finalement à leur école. C'est tous des éléments. On veut soulager le travail au niveau administratif des directions d'école. Et un élément clé qui va venir tout tisser ces éléments-là est l'Intranet que nous avons débuté le déploiement avec les directions d'école. Ça fait partie de l'intégration aussi des différents processus avec un médium de communication qui va permettre d'alléger tout ça. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Conseillère Doré. Un commentaire, Madame la Présidente. Je suis contente de voir qu'on a mis de l'importance sur appuyer les écoles moins performantes. Parce qu'on sait que à la base, on dit que c'est des écoles moins performantes, mais si on entre dans l'école, qu'est-ce qui se passe? C'est l'enfant qui éprouve de la difficulté. C'est un enfant qui est moins performant, un enfant qui ne réussit pas à atteindre le niveau 3. Même des fois, c'est un enfant qui ne réussit pas à atteindre le niveau 2. Alors, je suis contente de voir qu'on met encore en place. Parce qu'à la toute fin, qu'est-ce qui est important aussi pour notre conseil, c'est que chaque enfant a le droit de réussir. Alors, vous mettez en place des stratégies, vous outillez les enseignants pour que cet enfant-là, qui ne réussit pas, puisse réussir. Alors, je pense que c'est la raison d'être de notre conseil, c'est qu'il faut aider chaque enfant à réussir. Alors, merci. Excellent point. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, conseillère Tremblay.
Un peu en lien avec ce que le conseillère Doré mentionnait, c'est aussi l'importance qu'on a mis sur le bien-être et la santé mentale. Parce que je crois qu'un enfant qui est bien et puis qui ne souffre pas d'anxiété ou quoi que ce soit, il va pouvoir apprendre. Mais un enfant qui n'a pas une bonne santé mentale ou se sent intimidé, il ne peut pas dépasser son énergie à apprendre. Donc, félicitations d'avoir mis des fonds dans ce domaine aussi. Parfait. Merci. Autre question, commentaire? Non, ça va. Parfait. Conseiller Doré, un autre? Je regardais dans les États consolidés, il y a un négatif à la ligne transport. Est-ce qu'on a encore cette efficacité, ce montant, on a une évaluation à savoir si notre transport est efficient et si on a encore un montant qui nous est donné dépendant du pourcentage qu'on atteint en fait d'excellence. Merci, M. Sirois. Oui, d'ailleurs, le rapport annuel du consortium de transport démontre une amélioration des ratios en termes d'élèves par autobus. Tous ces éléments-là sont des éléments fondamentaux pour mesurer. On s'est donné des indices au niveau des indicateurs de l'efficacité du transport. Ce qui vient nous jouer des tours, c'est que cette année, on a dû renouveler notre flotte, c'est-à-dire notre contrat au niveau des petits véhicules. Il y a eu des dépenses importantes au niveau de la croissance de ces coûts. On est en appel d'offres. Il y a eu une croissance des coûts qui fait que cet élément-là nous a rendu déficitaires. Mais malheureusement, on a peut-être une mauvaise nouvelle au niveau du déficit, mais par contre, ça nous permet d'aller chercher l'enveloppe additionnelle lorsqu'on est déficitaire de tout près de 300 000. Et la croissance va ajouter finalement du revenu, parce qu'il y a quand même des revenus de transport spécifiques lorsqu'il y a une croissance. Et on a tout lieu de croire qu'on pourrait, même dès l'an prochain, atteindre l'équilibre budgétaire sur cette ligne. Nous suivons ça de près. Parfait. Merci. Une supplémentaire. Une supplémentaire. Je voulais juste savoir, est-ce qu'on appartient encore des autobus aussi? Nous avons vendu tous nos autobus. Non, nous n'avons plus d'autobus ni de chauffeurs. Vous vous souviendrez, l'an passé, à mon arrivée, on avait fait les derniers changements pour replacer les chauffeurs d'autobus qui étaient encore les chauffeurs du conseil avec des fournisseurs et également, je pense qu'il y en avait un qui avait été réassigné dans un autre domaine. Donc, il n'y en a plus d'autobus et plus de chauffeurs d'autobus. Parfait. Donc, je pense qu'on a fait le tour des questions. Alors, nous avons des recommandations ici. Que le CECCE approuve les prévisions budgétaires 2017-2018 d'une somme de 352 140 et 419 telles que présentées à la séance ordinaire du CECCE 6 juin 2017. Est-ce que j'ai quelqu'un en ligne qui est prêt à le proposer? Oui, je peux proposer le conseiller Poirier. OK, conseiller Poirier. Et est-ce que j'ai quelqu'un en ligne qui peut appuyer? Robert Lemelin, appuyé. Donc, appuyé par le conseiller Lemelin. En faveur? Faveur. Parfait, c'est adopté. Donc, merci beaucoup encore une fois à votre équipe et au beau travail qui a été fait. Merci. Oui, bravo. Merci, Madame la Présidente. Il est très rare que je peux faire des remerciements de l'équipe devant un public. Ce soir, je vais en profiter. Parce que je peux vous dire que c'est mon deuxième budget avec cette formidable équipe. Et puis, je peux vous dire que c'est facile mon travail pour la compréhension du budget. Quand je suis arrivé ici, la façon de faire était un petit peu différente par le modèle de gouvernance du conseil. Et puis, je peux vous dire une chose qui a facilité mon travail, la compréhension. Et puis, comme les conseillers ont mentionné, peut-être c'était difficile pour vous parce que vous n'aviez pas la présentation, mais c'était vraiment pour moi
très facile de suivre le budget, de suivre où on a eu des réductions budgétaires, où on a eu de la croissance au niveau d'investissement financier. Juste pour vous dire que c'est une équipe plaisante. Même André, je tiens à te remercier, André. Je la taquine parce que, mais c'est une équipe formidable et puis vraiment c'est plaisant de travailler avec eux et puis la présentation du budget rencontre certainement tous les objectifs du Conseil et je vous en félicite. Merci infiniment. Merci beaucoup. Maintenant, nous sommes au point 9, qui sont les rapports des comités. Le 9.1, qui est le comité à huis clos du 6 juin 2017. Donc, nous avons une recommandation pour recevoir le rapport du comité à huis clos, proposé par André. le conseiller Doré, appuyé par le conseiller Thibodeau. En faveur? En faveur. En faveur. Parfait, c'est adopté. Maintenant, au point 13, qui est l'auto-évaluation. Donc, nous avons une auto-évaluation que l'on fait à chaque rencontre que nous avons. Et la question est, en quoi les décisions prises ce soir auront-elles un impact sur la salle de classe? Je pense, avec le budget que nous venons d'approuver en ce moment, va s'assurer d'avoir le succès de chaque élève à tous les niveaux et que chaque élève au sein du Conseil des écoles catholiques centristes va réussir à sa façon. Et également, je pense, avec les honneurs et mérites que nous avons eu aujourd'hui aussi, de voir tout ce qui se passe dans nos écoles, en région aussi. C'est bien important pour nous de pouvoir voir à Kingston, à Brockville, à Trenton et partout sur notre territoire, toutes les belles choses que les élèves et les enseignants et le personnel accomplissent dans nos écoles. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui veut ajouter sur l'auto-évaluation. On est bien avec ça? Parfait. Donc, nous avons puisé l'ordre du jour. Alors, nous sommes à la veille de la séance. Aujourd'hui, je regarde, 20h25. Donc, proposeur pour lever la séance, le conseiller mariage, appuyé de la conseillère Doré. En faveur? En faveur. Parfait, c'est adopté. Et je veux remercier les gens qui ont resté avec nous dans la salle et remercier le bel accueil qu'on a eu à l'école Marie-Lévy aussi. Et je souhaite une bonne soirée à tout le monde en ligne. Donc, merci beaucoup et bonne soirée. Merci et bonsoir. Bonsoir.